Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle. Il est important de rappeler que l'analyse de la valeur, AV, est une méthode d'aide à la conception de produits. Cette méthode de conception peut être utilisée, plus généralement, pour la conception de tout artefact matériel ou immatériel comme par exemple, un logiciel, une structure organisationnelle d'une entreprise ou d'une administration, un programme de formation, un plan de développement. L'analyse de la valeur fut une des premières méthodes formalisées de conception, Perrin 2001. C'est au sein de l'approche de l'analyse de la valeur qu'a été développée l'analyse fonctionnelle. Cette dernière a acquis une certaine autonomie, et dans de nombreux cas, aujourd'hui, l'analyse fonctionnelle est utilisée pour établir le cahier des charges fonctionnelles d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, sans référence explicite à l'analyse de la valeur. Si l'analyse fonctionnelle peut être pratiquée sans référence à l'analyse de la valeur, par contre cette dernière ne peut pas comprise et mise en œuvre sans utiliser la notion de fonction et plus généralement sans appliquer l'approche dite fonctionnelle. L'analyse de la valeur se caractérise notamment, AFAV 1994, par une démarche fonctionnelle qui impose de formuler le problème en termes de finalité et non en termes de solution. On évite ainsi la tendance à se limiter aux solutions existantes, et à s'interdire inconsciemment de nombreuses autres possibilités. Une démarche économique par la référence systématique aux coûts afférents aussi bien aux produits antérieurs de la même famille et à leurs fonctions, qu'à ceux que l'on peut estimer pour chaque fonction ou solution nouvelle. Une démarche pluridisciplinaire par un travail de groupe, faisant appel à un animateur et à un décideur. Le travail de groupe met en présence des personnes de métiers et de responsabilités différentes quant aux produits étudiés. Il favorise un consensus sur les fonctions, les performances, les principes, les solutions et les coûts. Il facilite l'exercice de la créativité et enrichit l'information disponible. Ce travail de groupe permet de régler conjointement des problèmes qui auraient été abordés successivement et isolément par les divers intervenants. Le groupe produit un travail en simultané et non en cascade. Il doit en particulier disposer de compétences nécessaires à l'estimation des coûts. Le groupe propose mais la décision reste soumise au décideur, le maître d'ouvrage. Une démarche créative qui vise à étendre l'éventail des solutions à considérer et à prendre systématiquement en compte les évolutions du marché, de l'environnement et de la technologie. 1. Historique. 1.1 Aux États-Unis. Les origines de l'analyse de la valeur remontent à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les États-Unis eurent à faire face à une pénurie de certains matériaux stratégiques. Les ingénieurs furent donc amenés à rechercher des matériaux de remplacement et à les intégrer dans les conceptions techniques et technologiques en usage jusqu'alors. Ces modifications s'avérèrent le plus souvent bénéfiques au niveau des coûts, des performances et de la qualité. La paix revenue, la recherche de matériaux de remplacement pour réaliser des économies sembla importante à développer. Il apparut alors possible d'étendre cette recherche au principe de conception des matériels pour rendre ceux-ci plus économiques. AFAV 1994. Agir sur les matériaux ne suffisait pas pour réduire les coûts, il fallait agir sur la conception, l'analyse de la valeur était née. En 1945, le chef des services des approvisionnements de la General Electric Company, GE, Lawrence D. Miles, mettait ses idées en application dans cette entreprise et publiait en 1947 son ouvrage de référence Technique of Value Analysis and Engineering. Devant le succès de la méthode, la GE décida, dans les années 50, de former plusieurs milliers de personnes pour acquérir les bases de l'analyse de la valeur. Un programme de formation de 16 heures puis de 40 heures fut mis au point par L.D. Miles. L'objectif de GE était de sensibiliser le plus grand nombre de ses employés aux aspects de valeur, afin qu'ils l'appliquent dans leur travail quotidien. En reconnaissance de ses services, la GE lui a décerné la plus haute distinction, le prix Charles Accorfin, créé en souvenir du premier président de la compagnie. Au milieu des années 50, plusieurs des grandes entreprises américaines mirent en place leur propre système d'analyse de la valeur. Cette méthode de conception fut également adoptée peu à peu par l'armée américaine et la Navy. Au cours des années 60,
le ministre de la Défense des États-Unis, pour essayer de limiter la croissance des coûts des systèmes d'armes, imposa d'inclure dans tous les contrats passés par son ministère des clauses obligeant les industriels à utiliser l'analyse de la valeur. Très vite, l'ensemble des entreprises travaillant pour l'armée américaine et à leur suite, un certain nombre de firmes sous-traitantes pratiquèrent l'analyse de la valeur. Miles reçut en 1958 la Navy Distinguished Public Service. Différentes agences gouvernementales américaines, telles que The Public Building Service du General Service Administration, adoptèrent cette méthode de conception et tentèrent de l'imposer à leurs sous-traitants. Dans les années 70, cette administration mit au point un programme d'aide pour soutenir les entreprises qui adoptaient la démarche d'analyse de la valeur. Cette démarche est encore très présente aujourd'hui au sein de la communauté des architectes et des entreprises de construction. Au sein du gouvernement fédéral américain, la méthode fut renommée Value Engineering, avec le prétexte que le vocable engineering était plus valorisant que celui des analysis. Ce changement de nom coïncida avec la création de l'organisation professionnelle SAVE, Society of American Value Engineers. Ce changement de nom a eu pour tendance de laisser croire que cette méthode de conception était une discipline des sciences de l'ingénieur, alors qu'elle a pour vocation d'aider toute personne dans une démarche de conception. Notons que plusieurs autres noms ont été utilisés pour nommer cette nouvelle méthode de conception tels que Value Assurance, Value Improvement, Value Marketing, Value Standard, Value Research, Value Studies. Malgré les efforts entrepris par plusieurs agences gouvernementales, les démarches de Value Engineering ont eu des difficultés à s'implanter au sein même de ces agences. La raison principale serait à imputer aux logiques des budgets publics qui sont peu ouvertes aux aspects de valeur, et au fait que les démarches de Value Engineering étaient managées par des sociétés extérieures aux agences concernées. Fowler, 1990. Dans le secteur privé, après un premier succès au sein de milliers d'entreprises, d'hôpitaux, d'écoles, d'organisations de services, la diffusion de l'analyse de la valeur a connu une certaine régression. Dans les années 90, on comptait un peu moins de 10 000 organisations actives dans le domaine de l'analyse de la valeur. Il semble que ce recul soit dû à des raisons variées, et notamment à la non-reconnaissance d'un fait important. L'analyse de la valeur est un ensemble de procédures qui nécessitent un soutien intelligent et une préparation précise. Fowler, 1990. 1.2 au Japon et en Europe. C'est aussi au début des années 60 que l'analyse de la valeur commença à se diffuser au Japon et en Europe. Le livre de Miles fut traduit au Japon dès 1963. Dans ce pays, la démarche de l'analyse de la valeur a connu une forte diffusion. La Society of Japanese Value Engineers rassemblait dans les années 90 près de 9000 participants. En France, l'analyse de la valeur fit ses premiers pas au début des années 60, mais il fallut la crise des années 70 et notamment le premier choc pétrolier pour que les entreprises s'intéressent à l'analyse de la valeur. C'est seulement en 1978 que fut créée l'AFAV, Association française pour l'analyse de la valeur. L'AFAV compte quelques centaines d'adhérents, appartenant principalement au secteur des services aux entreprises. 1.3 Apports complémentaires. La méthode de l'analyse de la valeur fut peu à peu améliorée par Miles lui-même, mais aussi par d'autres contributeurs. Dans les années 1968 à 70, un travail de réflexion important fut entrepris au sein de la Xerox Corporation pour améliorer et mieux formaliser la méthode. Deux autres contributions importantes doivent être signalées. Il s'agit de Thomas J. Snodgrass et Charles W. Byway. Le premier, ingénieur, manager de GE, accentua le caractère centré utilisateur de l'analyse de la valeur et il proposa de définir la valeur de toutes les fonctions d'un produit ou d'un procédé par rapport aux attentes du consommateur utilisateur, alors que pour Miles, seules les fonctions principales avaient une valeur. Pour promouvoir cette conception de l'analyse de la valeur, il créa une organisation appelée Value Standard Inc. Quant à Charles W. Byway, de l'UNIVAC, il mit au point une nouvelle méthode, le FAST, Function Analysis System Technique, qui permet de représenter la succession logique des fonctions d'un produit. Les méthodes de conception ou de reconception à coût objectif, Design to Cost, Redesign to Cost, développées dans les années 80, ne sont qu'une nouvelle manière d'aborder l'analyse de la valeur d'un produit.
Dans cette nouvelle approche de la valeur, le coût final du produit est fixé en fonction d'une cible de clients potentiels qui détermine les fonctions attendues du produit et son prix. Bien que ne se référant pas explicitement à l'analyse de la valeur, le concept de chaîne de valeur, proposé par Michael Porter dans son ouvrage « The Competitiveness Advantage of Nations », a contribué dans les années 90 à remettre la valeur au centre des préoccupations de certains économistes industriels. Rappelons aussi que les gestionnaires financiers ont contribué, à la fin des années 90, à remettre la notion de valeur au centre des débats sur les entreprises en proposant la notion de création de valeur, mais en donnant à cette notion un contenu très différent à celui défini dans le cadre de l'analyse de la valeur. 1.4 Élargissement des domaines d'application. Depuis les années 70 et 80, l'analyse de la valeur a élargi son domaine d'application. Si la conception de produits reste encore son domaine d'application privilégié, l'analyse de la valeur est de plus en plus mobilisée pour la conception de processus de fabrication mais aussi pour la conception de services, d'organisation, de programmes de formation, de programmes de développement. Parallèlement à l'évolution de ces domaines d'application de conception, l'analyse de la valeur et plus précisément l'analyse fonctionnelle a connu de nouvelles applications en liaison avec le développement et la diffusion d'autres méthodologies industrielles visant à améliorer la qualité, la fiabilité, la sûreté de fonctionnement des produits ou des process. Le Quality Function Deployment, QFD, nouvelle méthode de gestion de la qualité dans les bureaux d'études et qui a pour objectif de faire coller l'ensemble du processus de conception aux besoins des clients, est une méthode de recherche de la qualité fortement structurée par une application très détaillée de l'analyse fonctionnelle. L'AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, qui a pour objectif d'identifier les mécanismes de défaillance d'un système, d'évaluer leur criticité relativement à un objectif fixé, et de mettre en place les actions préventives ou correctives pour les défaillances les plus critiques, s'appuie au départ sur une bonne connaissance fonctionnelle du système étudié. 2. Les fonctions et l'expression fonctionnelle des besoins. 2.1 La notion de fonction. La notion de fonction fut proposée par Lawrence Miles à partir de son expérience des achats au sein de la GE, durant la Deuxième Guerre mondiale. En tant qu'acheteur sur des marchés en pénurie, il en est venu à se demander non plus « quel matériel ou quel matériau vais-je acheter ?» mais « quelle fonction vais-je acheter ?» En d'autres termes, il a modifié sa demande d'achat, en n'achetant plus un produit pour ses qualités, mais les qualités d'un produit, de La Folie, 1991. Les fonctions d'un produit, d'un sous-ensemble ou d'un service définissent ce à quoi sert ou doit servir le produit, le sous-ensemble ou le service en question. La fonction est définie par l'AFNOR comme étant l'action, réalisée par un produit ou par l'un de ses constituants, exprimée en termes de finalité, en faisant abstraction de toute référence à des solutions. Il semble évident que le « à quoi ça sert » n'a rien à voir avec le « de quoi c'est fait ». Une fonction doit être formulée d'une manière précise et concise. Pour parvenir à cet objectif, la recherche des fonctions se fait en analysant le type de relation que le système, ou le produit étudié réalise en interaction avec les éléments de son environnement. L'énoncé de la fonction est la réponse à la question « À quoi sert le système dans ce relation avec tel ou tel élément de son environnement ?» Par exemple, à quoi sert une tondeuse à gazon dans sa relation avec l'herbe, l'utilisateur, la pelouse? À quoi sert une casserole dans sa relation avec les aliments, la source de chaleur? Pour formuler l'énoncé d'une fonction, il est préconisé d'utiliser un verbe à l'infinitif qui définit l'action, et un complément qui reprend le ou les éléments concernés par le service rendu. Par exemple, une tondeuse à gazon a pour fonction de couper l'herbe, une casserole a pour fonction de transmettre la chaleur, un balai a pour fonction de déplacer la poussière. Notons que la formalisation des fonctions en termes de finalité, en faisant abstraction de toute référence à des solutions, est particulièrement importante en situation de conception innovante. Par exemple, la fonction de la machine à laver le linge n'est pas laver le linge, mais détacher la saleté du linge. En effet, la fonction laver le linge fait déjà référence à une solution qui est d'utiliser de l'eau et de la lessive pour détacher la saleté du linge, et pour assurer une autre fonction, évacuer la saleté du linge.
La formalisation de la fonction de la machine à laver, détacher la saleté du linge, permet de rechercher d'autres solutions pour séparer la saleté du linge et notamment la solution des ultrasons, employée notamment pour des applications industrielles. Plusieurs types de fonctions. Un même produit doit, dans la plupart des cas, remplir de nombreuses fonctions et il est d'usage de distinguer la fonction principale d'un produit. La fonction principale d'une tondeuse à gazon est de couper l'herbe, et ses fonctions secondaires. Les fonctions secondaires d'une tondeuse à gazon sont de ramasser l'herbe, stocker l'herbe. L'ensemble des fonctions qu'un système doit assurer auprès de ses utilisateurs peut être classé en 3 familles. Les fonctions de service ou fonctions externes, les fonctions contraintes, les fonctions techniques ou fonctions internes. L'expression fonctionnelle des besoins est concernée principalement par les fonctions de service et les fonctions contraintes. Parmi les fonctions de service, on différencie les fonctions d'usage et les fonctions d'estime liées aux attentes plus subjectives des utilisateurs. Une tondeuse à gazon doit répondre aux fonctions d'usage couper l'herbe, ramasser l'herbe coupée, mais elle doit aussi intégrer des fonctions d'esthétique, forme et couleur, d'agrément, de limite de bruit. Les fonctions contraintes, ou dénommées aussi fonctions d'adaptation, sont tous les facteurs qui limitent la liberté d'un concepteur. Normes de sécurité, taxes, réglementations, technologie, marché, fournisseurs, environnement géographique et humain. Les fonctions techniques sont les fonctions internes au produit, entre ses constituants. Elles sont dépendantes des solutions techniques choisies par les concepteurs-réalisateurs pour assurer les fonctions externes de service. Dans le cas de la tondeuse à gazon, les fonctions techniques sont par exemple faire tourner la lame, approvisionner en énergie, entraîner les roues. Notons que l'approche fonctionnelle aurait gagné en pertinence en réservant le concept de fonction aux seules fonctions de service et de contrainte. C'est le choix que nous avons fait pour la suite de cette présentation de l'analyse fonctionnelle. 2.2. Une démarche construite au sein d'un groupe rassemblant une pluralité de points de vue. A. Recenser les fonctions. Pour aider à la formalisation de l'ensemble des fonctions attendues d'un produit, l'approche fonctionnelle recommande de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Transport, stockage, distribution, exposition, utilisation, maintenance, fin de vie. Plusieurs méthodes, matrices, graphes, ont été mises au point pour prendre en compte les interactions d'un produit avec les interacteurs des différents milieux extérieurs correspondant aux différentes phases du cycle de vie du produit. Parmi les interacteurs, on distingue les différents utilisateurs qui vont être en contact avec le produit, l'utilisateur usager bien sûr pour qui le produit est conçu, mais aussi les magasiniers du réseau de distribution, les réparateurs, les différentes personnes intervenant pour la mise en œuvre de l'usage final du produit, les différents objets matériels ou immatériels qui vont interagir avec le produit, les différentes conditions environnementales qui vont agir sur le produit. Ce recensement de l'ensemble des utilisateurs d'un produit et de l'ensemble des interactions qu'un produit aura avec d'autres objets matériels constitue sûrement un des apports les plus importants de l'analyse fonctionnelle. Recenser l'ensemble des fonctions attendues d'un produit est une opération longue qui nécessite une diversité d'expertise. Bien choisir le verbe des fonctions est fondamental car lui seul exprime l'action. Bien choisir la tournure de phrase est tout aussi capital pour éviter le risque d'interprétations ultérieures. La définition des fonctions comme l'ensemble de l'analyse fonctionnelle est toujours un travail à faire au sein d'une équipe qui rassemble plusieurs points de vue différents sur le produit concerné. Point de vue des utilisateurs, de la fabrication, de la maintenance, mais aussi, maintenant, du recyclage et plus généralement de la gestion de fin de vie du produit. B. Caractériser les fonctions. Le recensement des fonctions ne constitue que la première phase de l'analyse fonctionnelle. Le fait d'énoncer une fonction informe sur le service que l'on souhaite obtenir, mais n'indique en rien les éléments de jugement qui permettent de savoir à partir de quoi, de quand et de comment ce service sera satisfaisant. Il est donc nécessaire de caractériser les fonctions afin de compléter l'expression du besoin. Les fonctions sont caractérisées par le choix d'un ou plusieurs critères d'appréciation, vitesse, longueur, poids, consommation, bruit, rayon d'action. Pour chaque critère d'appréciation, on tente de définir le niveau à atteindre pour que le besoin de l'utilisateur soit satisfait, et la flexibilité, c'est-à-dire la limite d'acceptation. Niveau de critère d'appréciation au-delà duquel ou en deçà suivant le cas, le besoin est déclaré non satisfait. Tableau 1.1. Analyse fonctionnelle d'une tondeuse à gazon,
Source R. Tassinari, Pratique de l'analyse fonctionnelle, Duno, Paris 1997. 2.3. Expression fonctionnelle des besoins. L'approche fonctionnelle est donc une méthode d'aide à la formalisation des attentes ou des besoins pour toute équipe de conception d'un produit, d'un service, d'un programme, d'une organisation. En effet, la formalisation des attentes des utilisateurs potentiels est souvent incomplète et ambiguë, et l'analyse fonctionnelle du besoin est une démarche qui aide à poser toutes les bonnes questions pour énoncer un problème, qui aide donc à ne rien oublier et à expliciter les différentes attentes. En obligeant à exprimer les besoins et attentes sous forme de fonctions, cette approche constitue une expression fonctionnelle des besoins, BTE 1991. Intérêt de la démarche fonctionnelle. L'intérêt d'exprimer le besoin en termes de services attendus, plutôt qu'en termes de solutions est de plus en plus largement reconnu. Qui pourtant, à titre personnel ou professionnel, ne s'est pas surpris à choisir ou à faire appel à une des premières solutions qui lui soit venue à l'esprit, avant d'avoir fait le tour du problème? Qui plus tard, ne l'a pas regretté en découvrant que son choix ne satisfait pas les véritables attentes et que par contre, il a payé pour des choses dont il n'avait pas besoin. S'il en est ainsi, c'est par défaut ou insuffisance d'acquisition d'une démarche intellectuelle appropriée. La démarche fonctionnelle amène à s'interroger sur les véritables attentes, rationnelles et affectives, des futurs utilisateurs, les bénéficiaires et les prestataires de services attendus, sur les contraintes résultant des différents cas d'environnement et sur l'intangibilité de celles-ci. Elle conduit à exprimer les différentes facettes du juste besoin par des fonctions traduisant les services attendus, fonctions de service, à les grouper s'il y a lieu, à faire apparaître les critères permettant de juger comment chaque fonction est assurée, chaque fois que la quantification est nécessaire et possible, le niveau visé est indiqué. Le réalisme conduisant à admettre que tous les niveaux visés ne peuvent être atteints, on précise les limites au-delà desquelles le service n'est plus considéré comme rendu. De plus, pour atteindre la solution la plus appropriée, on indique les poids relatifs attribués aux critères ou le taux d'échange admis entre les écarts favorables et les écarts défavorables. L'ensemble de ces informations définit la flexibilité. Source AFAV 1989. La fonctionnalité est la première forme sous laquelle la valeur apparaît à l'acquéreur. C'est le service que peut lui rendre ce qu'il achète. Tout besoin social à satisfaire peut être formalisé à partir d'une ou de plusieurs fonctions. Tout produit ou tout service prend la forme d'une fonctionnalité ou d'une combinaison de fonctionnalités. Une casserole par exemple est une combinaison de fonctionnalités telles que contenir une certaine quantité de liquide, supporter une température maximale, résister à une chute de 2 mètres. C'est grâce à l'analyse fonctionnelle qu'est établi le cahier des charges fonctionnelles, document par lequel le demandeur exprime son besoin, ou celui qu'il est chargé de traduire, en termes de fonctions de service et de contraintes. Pour chacune d'elles sont définis des critères d'appréciation et leur niveau. Chacun de ces niveaux doit être assorti d'un flexibilité, AFNOR NFX 50A150. 3. La valeur et l'analyse de la valeur. 3.1 Qu'est-ce que la valeur? Les concepts de valeur et d'analyse de la valeur font l'objet d'une définition précise dans la norme X50150 de l'AFNOR. La valeur est définie comme jugement porté par le client ou l'utilisateur sur la base de ses attentes et motivations. Plus spécialement, c'est une grandeur qui croît lorsque la satisfaction de l'utilisateur augmente ou que la dépense y afférente diminue. Le concept de valeur en analyse de la valeur, AV, possède donc un sens bien spécifique et très différent de l'acception courante de ce mot qui assimile la valeur au prix. Un produit aura d'autant plus de valeur qu'il satisfera aux fonctions attendues par rapport aux coûts les plus faibles possibles. Les coûts pris en compte sont l'ensemble des coûts que doit supporter l'utilisateur pour disposer des fonctions ou des services du produit. Prix d'achat, coût d'utilisation, coût d'apprentissage, coût de maintenance, coût de recyclage en fin de vie. La valeur est formalisée par un rapport. Valeur égale fonction, coût. Si on reprend la définition de la qualité, NFX 50A120 ou ISO 8402, ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites, on peut exprimer la valeur d'une autre manière.
Valeur égale QUALITE, coût. Notons que cette deuxième manière de formaliser la valeur est celle que tout individu fait d'une manière intuitive lors d'un achat, lorsqu'il déclare vouloir optimiser le rapport qualité-coût. Une des principales difficultés pour comprendre cette notion de valeur est qu'elle n'est pas susceptible d'être mesurée. Quelle serait l'unité de mesure d'un rapport entre des fonctions et des coûts? Si la valeur ne peut pas être mesurée, par contre on peut apprécier des variations de valeur. Par exemple, la valeur d'un produit augmentera si son coût baisse à fonctionnalités égales ou si ses fonctionnalités augmentent à coût égal. La valeur d'un produit augmentera aussi si les nouvelles fonctionnalités intégrées dans le produit apportent aux utilisateurs une augmentation de satisfaction relative plus importante que la croissance relative des coûts des solutions choisies pour supporter ces nouvelles fonctionnalités. Tableau 1.2 Variation de valeur. Source BTE 1991. On peut donc formaliser la valeur par une troisième formule. Ou plus généralement, la valeur est donc un jugement exprimé par un ou des utilisateurs ou leur porte-parole, les concepteurs, les services marketing, et portant sur une consommation de ressources pour satisfaire un besoin ou une attente donnée à un moment donné. La formalisation de la valeur que nous proposons n'est qu'une approche simplifiée de la valeur. Dans leur ouvrage « La logique de la valeur », une approche européenne du management par la qualité totale, 1996, Pierre Jocou et Pierre Meyer soulignent que la valeur d'un bien ou d'un service procède principalement du désir que suscite son acquisition. Ce désir résulte d'une alchimie complexe ou à des critères objectifs, coût, service, performance, disponibilité, etc. se combinent des critères. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.